Mes grands-parents avaient une petite ferme en Haute-Saône. Je passais tous mes étés chez eux. J'adorais ça. J'adorais l'odeur du foin, l'odeur des vaches. C'est un atout d'être une femme en élevage. C'est moi qui m'occupe du sacrifice de mes bêtes et je l'assume pleinement. On s'est créé un cadre aussi agréable de travail. J'aime bien dire de temps en temps la prison est bien dorée. Bonjour Rachel. Bonjour Sarah. Vous avez 58 ans, vous êtes originaire de Haute-Saône. Oui. Après des études d'ingénieur agronome, vous exercez pendant 13 ans à la Chambre d'agriculture du Jura, avant de reprendre l'exploitation de votre mari et de réaliser un rêve d'enfant, devenir vous-même agricultrice. Votre truc à vous, c'est la gauloise blanche. Rien à voir avec les cigarettes, vous êtes éleveuse de volailles de Bresse, le seul volatile à bénéficier d'une appellation d'origine protégée. Peu de gens le savent, mais la volaille de Bresse ne vient pas uniquement de Bourgogne. Votre ferme est installée dans le petit hameau de Lamar, à Chapelle-Volant, dans le Jura. Et votre métier, vous le faites avec passion. Et vous essayez d'offrir à vos bêtes une belle vie, mais aussi la mort la plus douce possible. On y reviendra dans cet entretien. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail l'endroit dans lequel on se trouve aujourd'hui ? Alors là, on est au milieu des poulets. Enfin, ce sont même pas des poulets, ce sont des chapons. Nous sommes au milieu des chapons. Ici, c'est ce qu'on appelle un parcours à poulets. Un parcours, c'est en fait de l'herbe naturelle, sans engrais, sans produit, rien du tout, qui est à la fois un terrain de jeu, mais aussi un terrain de chasse et d'alimentation pour les poulets. Donc on est dans votre exploitation. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les caractéristiques justement de cette exploitation ? Ma ferme fait 14 hectares et il y a 7 hectares en culture. Et les cultures sont utilisées pour nourrir les animaux. Et 7 hectares en prairie, comme ça. Voilà. Combien est-ce que, pour donner une idée aux personnes qui nous regardent, combien il y a... Alors je sais que c'est compliqué, mais à savoir exactement combien il y a de poules à un moment M sur votre exploitation. Ah oui. Et voilà, pour avoir une idée un petit peu du volume que ça représente. Alors nous, on fait des bandes. Des bandes, ça veut dire que ce sont des animaux qui ont le même âge, qui sont ensemble dans le même poulailler et le même parcours. On fait des bandes de 600 poulets. Et on a 9 arrivages comme ça dans l'année. Donc comme je l'ai dit en introduction, alors on va faire un petit bond dans le passé. Vous étiez ingénieur et vous avez souhaité devenir agricultrice. Comment est-ce que ça s'est fait ? Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ? Ah, c'est un long cheminement. Mais en fait, ce cheminement, je crois que je l'ai entamé lorsque j'étais enfant. Mes parents n'étaient pas agriculteurs, mais mes grands-parents. Et mes grands-parents avaient une petite ferme en Haute-Saône, à côté de Vesoul, une ferme laitière. Et je passais tous mes étés chez eux. J'adorais ça. J'adorais l'odeur du foin, l'odeur des vaches, le lait qu'on portait. Et toute mon enfance, j'ai voulu faire ce métier-là. Comme je me débrouillais pas trop mal à l'école, j'ai passé mon bac, puis voilà, puis j'étais ingénieure. Mais en fait, j'avais toujours ce rêve-là en tête. Et donc, j'ai rencontré mon mari, qui était déjà installé là. Et lui, s'était aussi installé hors cadre familial. Il avait au départ des moutons. Et puis après, il a commencé des poulets de Bresse parce qu'il était dans la zone d'appellation. Voilà. Et très vite, il m'a passé le virus. Et puis, il y a un moment où j'avais 2 enfants, petits. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Donc, je me suis installée, j'avais peut-être 38 ans. Ça a été difficile de passer, peut-être, alors vous n'étiez pas dans un travail de bureau, mais c'était un métier qui était quand même assez éloigné de les mains dans la terre. Comment ça s'est passé, cette reconversion ? Il y a eu des choses qui se sont passées très doucement et puis des choses qui étaient plus compliquées. Par exemple, j'avais aussi des a priori. J'avais très peur du commerce et j'avais très peur de la gestion d'entreprise. Et en fait, ça, j'y trouve encore un immense plaisir, quoi. Voilà. Et j'avais aussi pas mal d'appréhension sur le côté physique. J'avais peur, en étant une femme, de pas tenir le coup physiquement. Qu'est-ce que ça change justement, selon vous, d'être une femme ? Quelles difficultés vous avez dû surmonter ? Est-ce qu'il y a des avantages ? Alors, les difficultés à appréhender, c'est que on porte beaucoup. On porte des poulets, on porte des sacs d'aliments. Donc ça, il faut bien l'avoir à l'esprit.
Mais en fait, moi, je suis persuadée d'une chose, c'est que c'est un avantage, c'est un atout d'être une femme en élevage, et particulièrement en élevage de volailles. J'ai 2 salariés sur la ferme, et j'ai déjà eu des femmes salariées, j'ai des femmes salariées, et je vois bien qu'il y a un instinct, une attention pour les animaux qui est toujours extraordinaire, quoi. Vous m'expliquiez avant qu'on démarre cette interview que c'était que l'AOP avait été pris en main par des femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Ah oui, oui, alors ça, c'est même pas une conviction, c'est les faits. C'est-à-dire que dans la ferme en Bresse, il y avait toujours de la polyculture et de l'élevage. Et il y avait des tâches qui étaient pour les hommes et des tâches pour les femmes. Et les femmes, forcément, elles étaient aux petits animaux. Donc, elles étaient souvent aux veaux et elles s'occupaient des poulets. Et elles s'occupaient aussi souvent du commerce, parce qu'elles allaient commercialiser le beurre, les œufs et le poulet. Et donc, en fait, c'était vraiment la fermière bressane qui repérait le plus beau coq de la basse-cour. Et en fait, pendant des dizaines, voire des centaines d'années, c'était bien la fermière qui faisait la génétique de notre belle Gauloise blanche. Ça a failli bifurquer un petit peu, si j'ai compris. Ah ben toujours, dans les années 70-80, oui, les hommes se sont emparés de ce beau dossier, mais en fait aujourd'hui les femmes sont très présentes dans la filière volaille de Bresse. J'ai beaucoup de collègues éleveuses, très impliquées dans la filière, dans le conseil d'administration. Et puis vous savez, on fait des concours à Noël, c'est nos fameuses glorieuses. Et je pense qu'en 20 ans, je n'ai jamais vu un homme aller seul à un concours de glorieuses. Il va aller avec son épouse, ou avec sa femme, ou avec sa fille, sa mère, sa tante, sa cousine. Les femmes sont très très présentes dans la volaille de Bresse. Alors on parle de la volaille de Bresse AOP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie, comment on l'obtient, et vraiment les contraintes, ou en tout cas le cahier des charges qui est assez précis? Oui. Nous parler un petit peu de ça. Alors déjà, l'appellation d'origine contrôlée a été obtenue en 1957. Et il y a eu une reconnaissance dans les années 90 dans l'Union européenne, d'où du passage de l'AOC à l'AOP. On va dire qu'il y a 3 grands fondamentaux dans l'élevage de la volaille de Bresse. Il y a déjà un terroir. Ici, on est sur une terre de Bresse. C'est-à-dire que c'est une petite couche de limon, très fin, très pauvre en calcium, et dessous, un sous-sol argileux. Ce qui fait que quand vous êtes en Bresse, vous faites un trou, l'eau reste, d'où la zone d'étang. Ça, c'est très très important. Je me rappelle, un jour, j'avais confié des petits poulets à ma grand-mère, en Haute-Saône, sur des terrains très calcaires. Et quelques mois après, j'avais revu les bêtes, ça avait donné des grands échalas très différents, la carcasse était très différente. Donc le terroir est super important. Le deuxième point important, c'est notre Gauloise blanche. C'est vraiment une race particulière. Elles ont les pattes bleu acier, le plumage très blanc et la crête rouge simple. Voilà, c'est une race. Et ça, on peut carrément parler de patrimoine quand on parle de notre volaille de Bresse, de notre Gauloise blanche. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un centre de sélection qui est tenu par un conseil d'administration. Donc les éleveurs sont très présents dans ce conseil d'administration et on a des critères de sélection qui est par exemple la beauté de la plume, la position de la crête, toutes des choses qui normalement dans le monde d'aujourd'hui, dans l'industrie de la viande, n'existent plus du tout, quoi. Et nous, on a conservé ça. Donc elle a une croissance très 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 lente, mais du coup c'est un beau patrimoine génétique de race ancienne qu'on a pu conserver. Et puis le troisième pilier, c'est le savoir-faire, c'est tout ce qu'on va faire. Donc nous, on va lui donner un aliment qu'on produit à la ferme, avec des céréales, du maïs et des produits laitiers. Et donc il y a une sorte de carence du poulet, et c'est pour ça qu'il va devoir chasser et pour aller dehors. Et tout ce qu'on va faire, par exemple un poulet a au minimum, écoutez-moi bien Sarah, il a au minimum 10 mètres carrés de parcours. 10 mètres carrés, c'est pas mal, hein.
Donc c'est pour ça qu'on voit des grands espaces et on se dit mais il y a très peu de poulets ici. Ici, ils sont bien. Déjà, ils vont chercher l'endroit où ils sont le mieux. Donc voilà. Moi, je parle pas de contraintes. Oui, on peut dire de cahier des charges ou parce qu'on vit pleinement ce qu'on fait avec notre volaille, donc on l'assume, on l'accepte. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ressemble une semaine type pour vous sur cette exploitation? Une semaine type, sachant qu'on est plusieurs à travailler sur la ferme, on a une organisation à la semaine, nous. Déjà, on s'occupe des poulets tous les jours, tout le temps. On va... par exemple, là, j'ai 5 âges différents de poulets. Donc, on va aller voir 5 petits poulaillers, 5 parcours différents. Donc, on va aller les soigner tous les jours. On va vérifier que tout va bien dans les poulaillers. Pourquoi est-ce que vous les regroupez par âge? Ils ne peuvent pas du tout être... Alors, c'est un principe sanitaire élémentaire. On n'utilise aucun médicament, aucun antibiotique, rien du tout. Donc, vous ne mélangez pas des âges différents pour que les gros poulets ne donnent pas des maladies aux petits. C'est tout simple. Et aussi, vu que c'est une volaille qui a beaucoup de tempérament et qui est quand même assez farouche, les gros, très vite, embêteraient les petits et ne seraient pas du tout gentils, quoi. Donc, en ayant des âges identiques, tout est un petit peu lissé, quoi. Et voilà. Du coup, on en revient à votre semaine type. Ouais, semaine type. Donc, on va soigner les poulets tous les jours. Soigner, ça veut dire qu'on leur donne à manger, on vérifie que tout va bien, que le renard n'est pas entré dans un parcours, que voilà. Et puis, le matin, tôt, on ouvre les trappes. Et le soir, à la tombée de la nuit, on ferme les trappes. Parce que les poulets, ils sont gentils, ils rentrent toujours dans leur maison définitive. Ce sont des choses que vous faites manuellement? Ouais. Oui, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de mécanique. C'est une volonté de votre part sur la ferme. Oui, je n'ai pas beaucoup de compétences en mécanique, donc ça m'arrange bien, on va dire. Vous voyez, peut-être d'un handicap. C'est pour éviter la maintenance. Peut-être un petit handicap, j'en ai fait un atout. Voilà. Oui, il n'y a pas beaucoup de grosses machines ni de gros tracteurs ici. Et puis nous, on est dans un système où on fait de la vente directe. C'est-à-dire qu'on s'occupe de l'élevage. C'est nous qui allons abattre, plumer nos poulets. Et c'est nous aussi qui allons nous les commercialiser. Donc j'ai quelque part 3 métiers un peu différents, mais complémentaires. Bon, ça aussi, je crois que ça m'arrange bien de ne pas être trop dans la routine, quoi. Alors le lundi, le mardi, après les avoir soignés, on va les plumer, on va les abattre. Le mercredi, on recompte un petit peu tout ce qu'il y a dans la chambre froide, on commence à faire nos lots. Et le jeudi et le vendredi, on va commercialiser. En général, c'est nous qui allons vers les clients. Voilà. Le samedi, dimanche, on bosse quand même un peu, hein, c'est l'astreinte, c'est l'élevage. Donc on va toujours s'occuper des poulets, tous les jours. Et puis le samedi, le dimanche, on fait les factures, on fait le reste, quoi. Vous n'êtes pas en week-end, quoi? Si, on est en week-end, c'est un autre rythme. Mais je crois que quand on est comme ça... on l'accepte bien volontiers, cette notion d'astreinte, quoi. Moi, le samedi, dimanche, quand je suis enfin toute seule et quand je suis avec mes poulets, c'est des moments de grand bonheur. Par contre, vous me demandez de faire le ménage dans la maison ou de repasser des chemises, j'ai vraiment l'impression d'être en galère, en travail. Donc c'est quoi, c'est un travail quotidien qui... Oui, c'est quotidien, mais tout est un peu mélangé. On va aller au restaurant, j'adore aller manger au restaurant, mais souvent on va un peu voir, on va chez nos clients, parce qu'on a des très bons restaurants clients. Donc on mêle toujours un peu le professionnel et le personnel, quoi. Voilà. Et ça nous va bien, ça nous convient bien. Finalement, je ne sais jamais trop si je travaille ou si je travaille pas. Je vais aller faire mes courses à Blétrand, je vais aller chez le vétérinaire, je vais aller faire mes courses, je vais aller boire un café chez ma copine. Voilà, en 2 heures de temps, je ne sais pas quelle est la part où j'aurais travaillé, pris de bon temps. Et tout ça est assez harmonieux, quoi, finalement, si on l'accepte. Alors là, on est au milieu des volailles bien vivantes, bien heureuses dans leur pré, mais il y a aussi une partie de votre travail, et vous l'avez dit un petit peu tout de suite,
qui est de donner la mort à ces animaux-là, ces animaux dont vous prenez soin toute l'année. Comment est-ce que vous voyez ça? Quel regard vous portez là-dessus? Quelle philosophie aussi vous avez par rapport à ça? Ouais, vous avez raison, hein, c'est quand même un drôle de truc. Hein. On veut qu'il soit le plus beau possible et finalement, on va les tuer et on va les manger. Donc c'est tout sauf anodin, ça. Hein, ce n'est pas banal. Voilà. Donc c'est moi qui m'occupe du sacrifice de mes bêtes et je l'assume pleinement. Je dis pas que ça a été facile au départ. J'avais pas mal d'appréhension. C'est mon mari qui s'en occupait. Et puis finalement, c'est un petit peu comme les autres choses. Aujourd'hui, je l'assume complètement et j'en suis assez fière, quoi. De dire, on va jusqu'au bout, on accompagne jusqu'au bout nos bêtes et ça alimente ma réflexion avec une grande sérénité sur le fait que dès qu'on donne la vie, on donne la mort aussi. Voilà. Et il faut y réfléchir en pleine conscience à tout ça et essayer de ne pas faire n'importe quoi. Donc aujourd'hui, pour avoir le droit d'abattre une volaille, il faut avoir un agrément particulier et il faut les endormir profondément. Il y a tout au niveau sanitaire, on est très 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 encadré. Mais tout ça, pour moi, c'est pas une contrainte. C'est normal qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Et vous me disiez en préparant cette interview que vous n'aviez jamais tué aucun animal avant. Jamais. Mais alors comment est-ce que... Jamais. Et je ne tue même pas une abeille et sur la route, je dévie ici. Oui, oui, c'est un drôle de truc. Oui, mais parce que là, je sais que ces animaux-là, de toute façon, un jour, ils vont mourir et la destinée finale, c'est qu'on les mange et qu'on prenne du plaisir en mangeant. Et donc, je suis persuadée aujourd'hui que c'est moi la personne la plus habilitée à faire ça. Et je détesterais confier ça à quelqu'un d'autre. Donc, une fois que j'ai ça en tête, je peux pas me débrouiller. Alors, autrement. pourquoi est-ce que vous détesteriez confier ça à quelqu'un d'autre ? C'est parce que la ferme, elle est conçue comme ça au début. C'est pour respecter la tradition aussi. Et on prend tout en charge du début à la fin. En fait, je veux pas être dans le passé, revenir, si c'était mieux avant et tout ça. Mais en fait, ça se pratiquait quand même beaucoup avant sur les fermes. Et je trouve que c'est très harmonieux et c'est très bon pour notre tête de dire on va jusqu'au bout et on mange notre volaille avec plaisir, quoi. Et quand j'amène aussi cette volaille au client, je connais exactement les conditions sanitaires, les conditions de bien-être animal et du coup j'en tire aussi une certaine fierté, quoi. Je peux le dire. Donc vous avez l'abattoir qui est présent ici, à côté de chez vous, sur votre exploitation. Oui, mon lieu de travail est à 10 mètres de chez moi. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient ? Les deux. Alors là, il y a beaucoup d'avantages quand même à ne pas prendre sa voiture. Je ne sais pas ce que c'est que d'être dans des bouchons. Je ne connais pas cette vie-là. Par contre, vous imaginez bien que ça ne s'arrête jamais. Et donc le soir, on se relève des fois pour vérifier qu'on a bien éteint les lumières, que tout va bien, que les volailles ne manquent pas d'eau, voilà. Et ça va, vous le vivez bien ? Ouais, je crois que je le vis bien. Ouais, je crois que je le vis bien. Les vacances, c'est pareil. Hein. Moi, j'aimerais bien partir 9 mois en Amérique du Sud. J'adorerais ça. Hein. Mais moi, je pars 9 jours. Mais quand je pars, je suis la reine, quoi. Des fois, on quitte la ferme avec mon mari, juste quelques heures, pour aller écouter un concert et aller au cinéma. Mais je vous assure, on a un plaisir, vous ne pouvez pas l'imaginer, quoi. C'est
Ouh. Donc c'est la rareté du fait Oui. qui fait aussi le bonheur que ça vous procure, Oui, vous pensez? oui. Et puis, je trouve que on s'est créé un cadre aussi agréable de travail. Ah, j'aime bien dire, de temps en temps, la prison est bien dorée, vous voyez. Mais on est content de ce qu'on fait, quoi. Donc on l'accepte pleinement. Tous les gens qui ont de l'élevage, de toute façon, ont cette notion d'astreinte, quoi. Voilà. Il y a quelque chose auquel vous tenez particulièrement aussi, c'est transmettre votre passion à des professionnels qui auraient envie de changer de métier, à des jeunes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, je reçois beaucoup de stagiaires. Et j'aime bien l'échange, j'aime bien la rencontre. Souvent aussi, le comité de la volaille de Bresse m'envoie des femmes qui ont un projet. Puis aujourd'hui, maintenant, il y a plein de reconversions. Donc des femmes justement qui appréhendent un petit peu de changer, et elles viennent chez moi pour voir qu'on peut vraiment se débrouiller en étant une femme. Et puis avec les stagiaires, c'est très très bien. C'est toujours des moments d'échange, et même des tout jeunes. Je reçois des fois des... Là en ce moment, on a un petit jeune qui est en 3e, qui galère à l'école, qui n'aime pas ça, et à côté de ça, il a un instinct d'éleveur, mais c'est juste exceptionnel, quoi. Il voit tout, il comprend tout, il aime ça, quoi. Et ça va être une galère pour lui de passer son brevet, je le sais. Mais moi, je sais qu'après, ce sera un agriculteur ou un salarié en agriculture hors pair, quoi. Voilà. Mais ça, c'est une fibre, la transmission, c'est quelque chose de personnel pour vous, ou c'est aussi important pour votre filière, pour valoriser Oui, votre... c'est important dans toutes les filières agricoles. Et puis nous, on est une toute petite appellation d'origine. Hein. On est aujourd'hui moins de 200 éleveurs. Donc la transmission, c'est vraiment du bouche à oreille. Et puis passer... il faut arriver à passer le message. Vous voyez, par exemple, moi, j'aimais pas les tracteurs, j'aimais pas les grosses machines. Je suis pas de constitution très robuste, quoi. Et pourtant, j'arrive à m'éclater avec mon élevage, quoi. Et donc, il y a des gens, je suis sûre, qui n'osent pas se lancer dans l'aventure parce qu'ils ont des a priori. C'est pas un problème d'être citadin et puis de découvrir ça. Ou d'être une femme. Ou d'être une femme. Ou par exemple, ce qui est formidable en élevage de volaille de Bresse, c'est qu'on peut s'installer sur une toute petite surface. On n'a pas besoin d'un gros apport de capital, quoi. Donc, je trouve que c'est bien de le faire savoir, quoi. Alors, on va parler un petit peu, parce qu'on voit régulièrement dans les médias, sur les réseaux sociaux, quand on pense poulet et élevage de poulet, c'est vrai que c'est pas forcément cette image-là qu'on a tout de suite en tête. Ouais. Et je voulais en discuter un petit peu avec vous. Alors, les élevages en batterie, avec des poules les unes sur les autres, des animaux morts, ça existe. Quel regard vous portez là-dessus? Est-ce que ça vous heurte? Est-ce que ça vous agace que l'image de la poule soit aussi réduite à ça? Quel regard vous portez sur ce genre de choses? Eh ben moi, je crois qu'il faudrait... moi, j'aime beaucoup la phrase de Coluche qui dit il suffirait d'arrêter d'en acheter pour que ça se vende plus. Ben, vos poulets de batterie, là... arrêtez d'en manger, quoi, pour que manger beaucoup moins de viande, mais manger de la bonne viande. Moi, je fais tout pour essayer, alors que c'est une volaille de luxe, je fais tout pour... j'ai des consommateurs très modestes, mais qui sont fous de cuisine, et qui, avec un poulet de Bresse, vont faire au moins 3 repas, avec un poulet rôti. Après, derrière, ils vont faire des vols au vent, ils vont récupérer la carcasse pour faire un bouillon, mais extraordinaire. Donc, moi, je pense que c'est un peu ça, l'origine. Hein. Je veux pas... Salut, Coco. C'est beau, hein, le blanc-rouge. Oh, je m'égare. Donc le consommateur, en tout cas, a selon vous un réel pouvoir. Ben oui. Comment est-ce qu'on fait pour que, justement... Moi, je vais pas m'en prendre... je vais pas m'en prendre à mes collègues. Je préfère être dans mes bottes à moi, mais je vais pas m'en prendre à un collègue qui fait de la volaille intensive. Hein. C'est comme ça. Il est pris dans un système. C'est bien dommage, quoi. Vous n'avez pas d'amertume vis-à-vis
d'éleveurs qui ont moins de scrupules que vous à... Non, moi j'ai pas d'amertume. Non, non, non. Non, non, l'amertume, ça fait trop de dégâts. Non, non. Moi, je suis assez sensible à ce qu'entre agriculteurs, il y ait beaucoup, beaucoup d'entraide, qu'entre nous, on se respecte. On est dans une période assez tendue, hein, chez les citoyens, mais chez les agriculteurs aussi, quoi. Et moi, je vois ma petite ferme, là, de 14 hectares. Autour de moi, j'ai un éleveur laitier, j'ai des éleveurs allaitants, des céréaliers. Et ben, je fais beaucoup appel à eux pour qu'ils m'aident, pour qu'ils viennent broyer mes parts, pour qu'ils viennent m'aider à cultiver mes céréales. Et quand on se parle comme ça, on s'écoute. Et je trouve que c'est beaucoup mieux, quoi. Qu'est-ce qui pourrait permettre, selon vous, que les gens soient mieux informés pour mieux choisir leurs produits, justement? Ben, je ne sais pas s'ils ont envie d'être informés, les gens. Moi, je vois bien ce qu'ils mettent au supermarché dans leur caddie, quoi. On dit que le marché de la volaille se développe beaucoup, mais ce qui se développe beaucoup, c'est le poulet transformé, trituré. C'est pour ça que j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on va du début jusqu'à la fin, bah, nous, notre poulet, on va le garder entier, on va le laisser rôtir, on voit qu'il n'a jamais été maltraité, on n'a pas l'idée de faire du jambonneau de poulet, quoi. Mais l'éducation, ça compte quand même beaucoup. Ouais, si, c'est vrai. C'est pas mal ce qu'ils font dans les écoles sur la réflexion. Et puis se réapproprier la cuisine, quoi. Homme, femme, même combat. On prend un couteau, une marmite, puis on se lance. Vous cuisinez, c'est quelque chose aussi qui fait partie de votre vie, la cuisine? Oui, c'est plutôt mon mari qui cuisine. Chez nous, c'est la ferme pour les femmes et les hommes à la cuisine. Et les hommes, ils cuisinent toujours très très bien. C'est toujours très bon. Ils ont une exigence, je trouve. Ouais. Bien cuisiner, bien manger, boire du bon vin aussi, qui accompagne. Ça, c'est très important. Avec modération, bien entendu. Avec modération, toujours. Est-ce que vous qui voyez beaucoup de jeunes sur votre exploitation, est-ce que vous pensez que la génération qui arrive, la nouvelle génération d'agriculteurs, d'éleveurs, est-ce qu'il y a une différence avec l'ancienne génération? Est-ce que vous notez des choses particulières sur la prise en compte, justement, du bien-être animal Oui, il y a sûrement plusieurs types d'agriculture. En tout cas, je trouve que les choses sont quand même assez ouvertes. Moi, j'aime bien l'idée des jeunes aussi qui se reconvertissent à 25, 30, 35 ans et qui se lancent dans l'aventure. Aujourd'hui, il y a quand même, je crois, au niveau français, plus de la moitié des installations qui se font hors cadre familial. Donc hors cadre familial, ça veut dire que les parents n'étaient pas... Il n'y a pas de transmission d'exploitation. Donc forcément, là, on va vers des petites fermes, sur des modèles où il faut essayer de trouver de la valeur ajoutée, donc de la vente directe, il y a beaucoup de maraîchage et tout ça. Alors, bon, il y a plein de jeunes qui se plantent, hein, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'essayer, quoi, puis de se confronter au réel. Ouais. C'est un milieu qui n'est pas forcément toujours très facile d'accès. En tout cas... Oui, mais il n'est peut-être pas facile d'accès parce que là aussi, on a des représentations. Moi, je suis arrivée ici, j'étais pas bressane d'origine, j'étais une femme. Mes voisins étaient agriculteurs depuis longtemps, de père en fils. Et puis finalement, ça s'est très très bien passé, quoi. Voilà. Ils m'ont jamais fait de soucis, et puis moi non plus, je ne les ai pas embêtés. Vous avez des voisins sympathiques? Ben oui, parce que quand on veut avoir des voisins sympathiques, on arrive à les trouver. Alors il y a les pratiques qui évoluent, mais il y a aussi les modes de consommation, puisqu'il y a de plus en plus de personnes, on le sait, qui réduisent leur consommation de viande. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ah ben moi je trouve ça formidable. Vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure. Si, moi je trouve ça bien. Vous n'êtes pas inquiète de vendre moins de volailles? Non, au contraire.
moi, je pourrais très bien être végétarienne une partie de ma vie. Enfin, tout ça, il faut que ce soit... C'est pareil, c'est comme on le sent. Là, je suis persuadée aussi que... Bon, ben là, ce mouvement assez quand même vindicatif végétarien, il est dû à l'excès d'industrialisation de l'agriculture, quoi. C'est que la réponse, quoi. Quand il y avait que des petites fermes comme la mienne, il n'y avait pas beaucoup de gens végétariens, quoi. Voilà. Ça vous paraît somme toute logique Bah oui, c'est un retour sûrement que l'agriculture industrielle a un peu provoqué, quoi. Et puis moi, je trouve que qu'il y ait du débat, c'est toujours bien, quoi. Voilà. Et même moi, je trouve que les végétariens, ils m'interpellent dans ma façon de réfléchir, et je trouve que c'est bien. En quoi ils vous interpellent? Eh bien, justement, sur la relation du vivant, de la mort, ça me questionne. Et je trouve ça très bien et très sain. Voilà. C'est bien quand même de se poser des questions par rapport à ça. Et voilà, heureusement, quoi. Il y a peut-être un sujet aussi auquel vous réfléchissez, c'est le changement climatique. Ah oui. Parce que ça fait quand même quelques années que vous êtes installé. Est-ce que vous pouvez nous en parler? De ce que vous voyez, de ce que ça change pour votre métier, des préoccupations peut-être que ça fait naître également? Alors là, je l'ai vraiment vécu pleinement. Avant de m'installer, je me rappelle, je venais aider mon mari. On avait des hivers assez rudes. On déneigeait souvent pour que les poulets aient un petit peu de zone à gratter. Et il y a 25 ans, la période dure pour les poulets, c'était l'hiver. Maintenant, la période dure, c'est l'été. On a quelques moutons qui sont là pour entretenir les parcs, pour faire des tondeuses naturelles. On rentrait les moutons l'hiver parce que l'herbe était jaune, il n'y avait plus d'herbe. Maintenant, on les sort tout l'hiver et on manque d'herbe, donc il faut du fourrage l'été, quoi. Alors il y a déjà ça, on a adapté complètement nos pratiques, bon voilà. Et puis il y a quand même la période estivale qui est quand même pleine d'inquiétude. Moi je fais un métier, je suis un peu comme les pisciculteurs, j'adore la pluie et la pluie. Voilà, tout le temps. Plus il pleut, je suis contente. 2024, c'était un bonheur incroyable. Je le dis pas trop à mes copains vignerons, ils aiment pas trop que je leur dise ça. Et je me suis installée en 2003, la première année, la première grosse canicule, qui était d'ailleurs terrible. Pour moi, c'est une référence absolue en termes de chaleur et de sécheresse. Donc on a adapté plein de choses sur nos poulets, on les garde un petit peu plus longtemps, on leur fait des pataugeoires, on a des parcours spécifiques. Mais quand même, c'est très dur. Puis pour nous, c'est très dur de travailler quand il fait plus de 35 degrés. C'est dur de travailler l'été, quoi. Il faut le dire aussi, quoi. Je pense que pour les gens qui sont dans le BTP, on craint juillet-août, quoi. Comment est-ce que vous voyez les années qui viennent, puisque a priori ça va pas aller en s'améliorant au niveau de la chaleur? Ouais. Eh ben, on a essayé de faire plein de choses. Pour nous, par exemple, en juillet-août, on travaille que le matin. Et vous commencez plus tôt, voilà. La journée. Et tout le monde est d'accord pour commencer très tôt. Et on travaille pas l'après-midi, quoi. Et voilà, on a essayé de faire plein de choses au niveau de l'élevage, plein de choses au niveau de notre façon de travailler. Parfois, si ça continue, je sais pas, j'envisage pas d'arrêter. C'est plein, ouais, c'est des questions, quoi. Et c'est pas des petites questions, quoi. En tout cas, vous y pensez, quoi. Enfin, oui. Pas arrêter, vous pensez à ce problème-là qui se pose à vous, quoi. Oui, tout le temps. Moi, j'ai adoré 2021, 2024. Les années très pluvieuses, un peu froides, quoi. Mais les années... Et puis, en 7 ans, ou en 10 ans, on a eu 2 années pluvieuses, quoi.
Et 8 années très chaudes, très sèches, quoi. Pour finir, je voulais vous demander quelle était votre plus grande fierté en tant qu'éleveuse. C'est pas une question simple. J'en ai plusieurs. Il y a eu un moment de bonheur très intense. Donc je me suis installée en 2003 et je participe aux Glorieuses, donc des concours de beauté de volailles de Bresse. Et en 2007, au concours de Louhans, c'est moi qui ai eu le grand prix d'honneur sur les chapons. J'avais le plus beau lot de chapons. Et le président de la République remet un vase de Sèvres à cette occasion-là. Donc autant vous dire, une femme hors cadre familial, qui avait travaillé avant et qui était jurassienne, et je suis très fière de cette Bresse jurassienne, qui reçoit ce prix. C'était Michel Barnier, le ministre de l'Agriculture, qui était venu le remettre à cette occasion-là, parce que c'était aussi les 50 ans de l'AOC. C'était un truc énorme pour moi, quoi. Ça m'a fait un bien fou, et les journaux avaient titré « Pour la première fois, une femme, pour la première fois, une jurassienne ». Et voilà. Et puis je suis en plus quelqu'un qui doute tout le temps, qui se remet tout le temps en question, donc jamais j'aurais pu imaginer ça dans le plus beau de mes rêves, quoi. Donc c'est important d'être consacré aussi par ses pairs et Exactement. Par l'État aussi. Exactement, parce que ça voulait dire que des anciens éleveurs, le jury reconnaissait vraiment mon travail d'éleveuse, quoi. Voilà. Et pour moi, il n'y a pas de plus belle consécration. Et une dernière chose, si vous deviez passer un message à des personnes qui ont envie, pour qui se disent là, tiens, cette vie-là, peut-être que c'est fait pour moi aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Eh ben, je leur dis qu'il faut qu'elles arrêtent d'y penser, il faut qu'elles essaient. Il faut qu'elles passent à la phase action. Parce qu'il faut vraiment être dedans. Là, on n'est plus dans les papiers, on n'a plus besoin de biblio, il faut se confronter au réel. Et des fois, on va se rendre compte que, non, on s'est fait un petit peu d'illusion, que ces astreintes sont vraiment trop dures. Et puis des fois, c'est une merveilleuse révélation, quoi. Mais il faut tenter, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Rachel, en tout cas. Merci, Sarah.